Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Trentaine. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Et alors particulièrement aujourd'hui, on va dire la Belgique. Je sais pas ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines. Est-ce qu'il y a eu une vague de rupture en Belgique? J'en ai absolument aucune idée. Quoi qu'il en soit, la plateforme, d'hébergement m'a envoyé un mail pour savoir, si j'avais fait quelque chose de particulier en Belgique parce qu'il y a eu un bond dans les écoutes là-bas. Donc merci. Ça me va droit au cœur. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche comme ça, en fait. Mais a priori, c'est un format qui vous convient. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur Instagram pour interagir et ceux qui le font, continuent à le faire. Alors aujourd'hui, l'épisode, il va pas être très long, tout simplement parce que je sors de la douche après une séance de sport et je prévois de partir dans pas très longtemps prendre un verre avec des amis, mais je sentais là que c'était le moment, la bonne vibe, puis j'en avais pas fait la semaine dernière parce que j'étais rentrée en France. Donc c'est le moment, il est pour vous. Alors, je l'ai intitulé Un nouveau souffle, qui fait très d'ailleurs, c'est ça qui s'inspire, campagne politique, hein. Mais un autre pote dirait la fin du Kakarma, parce que les choses changent et la vie me sourit à nouveau. Bon, après, tout est relatif, hein, j'aurais pu tomber plus bas, mais c'est la fin d'un cycle, on va dire, et le début d'une bonne période. J'ai énormément travaillé sur moi à la suite de la perte de mon animal, de cette rupture. Enfin, je pense surtout de la rupture et le fait que j'avais perdu mon animal avant, j'avais pas d'exutoire, entre guillemets, de soutien. J'étais dans un nouveau pays, j'étais seule. Donc, il y avait que moi pour me prendre par la main pour m'aider. Donc, j'ai énormément travaillé sur moi et je commence à en récolter clairement les fruits. Alors, quand je dis travailler sur moi, ça a été essayer de comprendre comment et pourquoi je me tirais en gros des balles dans le pied toute seule, je m'auto-sabotais et je m'empêchais, je poussais les gens à faire ce que je craignais finalement qu'ils fassent. Et donc ça a impliqué de prendre ma pelle, creuser bien profond dans mon caca et prendre ma part de responsabilité. Et surtout, je voulais évoluer pour ne plus jamais me sentir comme ça, sans pour autant me fermer à la population mondiale. Donc par quoi c'est passé? C'est passé essentiellement par beaucoup d'introspection. Je pense que parfois, les gens devaient se demander est-ce qu'elle est folle? Et vu de l'extérieur, ça devait vraiment me donner un air de constipée. Globalement, je me disais, là, j'ai une angoisse qui monte. Autant vous dire que sur les premières semaines, il y en a eu beaucoup. Et je me posais et j'étais là, pourquoi tu angoisses? Et j'essayais en fait de faire la différence entre les faits, c'est-à-dire, prenons un exemple concret, hein. Il est plus dans ma vie, c'est un fait. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de ma vie. Et en fait, toutes les interprétations qu'il y avait à côté, qui étaient purement liées à mon esprit, c'est-à-dire je n'en vaux pas la peine, je ne suffis pas, tout ce qui est dévalorisant, qui en fait n'avait rien à voir avec le fait. Et alors là, je vous prends un exemple concret d'une angoisse, mais en fait, ça peut être pour plein de trucs tout cons, comme je disais, votre boss vous répond pas, un mail parce que vous demandez des vacances, c'est juste peut-être parce le fait c'est qu'il a pas eu le temps de répondre, et c'est pas parce que il trouve que vous travaillez pas, qu'il a pas envie de vous donner vos vacances. Voilà. Et en fait, donc il y a vraiment eu des moments où je m'asseyais avec aucune stimulation, c'est-à-dire je regardais pas mon téléphone, et j'étais là, qu'est-ce que tu ressens? De quoi t'as peur? Et de me rendre compte qu'en fait, ma peur, elle n'était pas fondée. Donc ça a été dur, on va pas se mentir, ça a vraiment été dur. Et ça en fait partie un petit peu à remettre mon ego, celui qui nous donne toutes ces petites pensées qui sont pas justifiées, à sa place. Pour la petite histoire, Lise Bourbeau conseille dans son bouquin là, Les blessures qui empêchent d'être soi-même, de lui donner un petit nom,
à son ego. C'est plus facile pour le dissocier. Bon, ben moi, je l'ai appelé Lance parce que je trouvais qu'il était très performant. Il pédalait très vite comme Lance Armstrong sous EPO. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, comme le cycliste, Lance n'a plus qu'un seul testicule. Par quoi c'est passé aussi? Par une psychothérapie, on va pas se mentir. Je la voyais déjà avant, mais le contenu de notre séance et la progression ont radicalement changé. Clairement, avant, je pouvais me payer le luxe d'une psychothérapie pour des choses un peu plus superficielles. Là, c'était pas un luxe et ça m'a beaucoup aidée, et ça m'aide toujours d'ailleurs beaucoup, à des moments où quand je bloque toute seule, ça me donne une perspective de quelqu'un qui est extérieur, de quelqu'un dont c'est le métier, qui répond pas forcément à mes questions. D'ailleurs, ça fait partie du métier, je pense aussi, me pousse à trouver les réponses, mais ça me recadre dans ce truc qui pourrait un petit peu partir mon accent du sud est ultra ressorti sur le un petit peu, mais bon. Qui pourrait un petit peu partir dans des extrêmes un peu de fou, hein, disons-le. Hein, ça pourrait vraiment être je pourrais partir dans un gros délire là-dedans. Et donc, ça donne un cadre, c'est pas plus mal. Ça rassure mon côté scientifique, c'est très bien. Et j'ai aussi beaucoup médité. Quand je vous dis beaucoup méditer, ça a commencé par 1 fois par jour. Et maintenant, on est sur plutôt 2 fois. Enfin, alors après, je vous rassure, je fais pas des méditations d'1h30 matin, 1h30 le soir. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes. Mais ça, pour le coup, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment ne serait-ce que dans mes capacités à me concentrer et à être efficace. Et progressivement, j'ai commencé à avoir des différences dans ma vie. Alors, ça a commencé par ma gestion des autres au travail. Forcément, j'en suis pas arrivée là en étant, malheureusement, c'est affreux ce que je vais dire, hein, mais je suis pas arrivée là en étant tolérante face à l'erreur. J'ai été extrêmement exigeante avec moi-même et tout autant exigeante avec les autres. S'il y a un plus, hein, parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et je suis fière de mon parcours, mais en fait, je manquais cruellement de souplesse. Et il n'y a pas mort d'homme sur beaucoup d'erreurs, bien sûr, pas sur toutes, mais sur beaucoup d'erreurs, il n'y a pas mort d'homme, et ça sert à rien de faire sentir aux gens que c'est grave alors que ça l'est pas, et c'est dévalorisant alors que il y a bien plus de façons de manager les gens par le renforcement positif, par comprendre les erreurs ensemble, et par dire, là, ça a pas marché, ça m'est arrivé sur un truc que je faisais, ça n'a pas marché, c'était pas grave, ça m'a un peu saoulée en pratique, mais honnêtement, c'était pas grave, et je me suis dit, la prochaine fois, je donnerai plutôt des consignes de cette façon-là, ça sera plus clair pour tout le monde, moi, il y aura plus de chances que ça marche. Et à aucun moment, je leur ai dit, ça n'a pas marché ce que vous avez fait, je peux pas laisser faire les autres. Concrètement, c'est exactement ce que je me serais dit avant. Je me serais dit, le travail, il faut que tu le fasses. T'es jamais mieux servi que par toi-même. Dès que tu délègues, c'est de la merde. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut juste... j'apprends à déléguer et c'est une très bonne chose. Donc j'ai commencé à voir les différences là dans ma souplesse, dans ma capacité à déléguer et à pas me flageller quand les choses ne marchaient pas. J'ai ensuite vu une différence, là, plus récemment, dans ma façon de gérer les conflits. Et disons que je suis beaucoup moins dans la force et dans le contrôle. On va prendre un exemple très concret, hein. J'ai une mère que j'aime énormément, qui me veut tout le bien du monde, mais qui est extrêmement envahissante. Elle est envahissante, elle est possessive, et c'est vrai que j'ai souvent eu du mal à poser mes limites sans que ce soit un conflit. C'est-à-dire, je posais ma limite par la force. J'étais en 2 extrêmes. Soit je disais rien et je laissais couler et je faisais ce qu'elle avait envie de faire, j'étais bien docile pour avoir la paix. Soit j'étais en totale rébellion, genre l'adolescente éternelle. Et en fait, maintenant, je me suis rendu compte que je pose ma limite, c'est-à-dire je lui dis, en fait, non, ça ne me convient pas.
je prends son exemple avec elle, mais en fait, ça arrive dans d'autres conflits, hein. Je dis, non, je ne veux plus entendre cette critique. C'est tout. Et je donne pas de marche à suivre. Moi, je dis juste que pour moi, je ne veux plus de ça. Ce que elle en fait et comment elle décide de réagir à ça, ça lui appartient. Et c'est pareil pour finalement la gestion des relations. Voici ma limite. Et finalement, poser sa limite en disant là, ce que tu me proposes, ça ne me convient pas, sans imposer un point de vue à l'autre et une marche à suivre, ça ouvre beaucoup plus la possibilité au compromis. Et c'est clairement... moi, je vois, j'étais beaucoup plus dans l'ultimatum que dans le compromis, même si j'avais vraiment l'impression d'être dans le compromis. Mais en fait, je me faisais la discussion avant toute seule et je trouvais des compromis toute seule. Et c'était pas du tout la marche à suivre. Il aurait bien mieux fallu que je dise ça, là, ça ne me convient pas. Point. Après, à la personne en face de dire ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Et c'est comme ça, en fait, que des compromis émergent. Mais bon. Bref. Donc ça a été un autre changement, ma gestion des conflits. Autre point, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des émotions moins extrêmes. Aussi bien dans les bonnes que dans les mauvaises émotions. J'avais beaucoup plus... Alors moi, je dis c'est beaucoup plus linéaire. En fait, on m'a repris, on m'a dit non, c'est beaucoup plus serein. Et c'est vrai, je suis beaucoup plus sereine. Et ça, alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce que là, t'as mangé tellement de caca à la grosse cuillère que maintenant, forcément, t'as des bonnes nouvelles. Alors, pas du tout. J'ai aussi des mauvaises nouvelles. Et en toute honnêteté, on m'a diagnostiqué un vitiligo. Alors, je vais pas en mourir, c'est pas grave. Dans ce sens-là, si on prend le point positif, j'ai un risque réduit de cancer cutané par rapport à la population générale. Bon, voilà. Sur le coup, quand je l'ai suspecté, ça a été dur. Ça a été dur parce que ça m'a renvoyé à tout ce que j'avais perdu, vu que ça se déclenche avec un choc émotionnel. Et en fait, à ce moment-là, même si voilà, je sais que je vais pas en mourir et que ça, c'est plus ou moins stigmatisant, mais bon, je devrais m'en sortir, j'avais juste besoin qu'on me prenne dans ses bras et qu'on me dise en fait, ça va aller, t'es pas toute seule. Et c'est pas des taches blanches qui vont te rendre moche. Bon, c'est pas des taches blanches qui vont me rendre moche, c'est vrai. Je le sais, sans vouloir paraître prétentieuse, hein, je le sais, mais c'était pas pour autant que j'avais pas envie de l'entendre. Alors bon, il se trouve que j'étais toute seule, donc voilà, je me suis encore une fois pris par la main, mais c'était encore quelque chose à gérer seule. C'est pas pour autant que c'était facile, c'était pas une bonne nouvelle. Mais ça m'a pas non plus mis complètement sous terre. Si bien que quand je suis sortie de la consultation, on m'a fait le diagnostic, j'ai appelé une amie et je lui raconte et elle me dit mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire parce que je te trouve très calme et pas plus atteinte que ça. Et voilà, donc c'est juste que bon, alors est-ce que c'était encore les restes du joint que j'avais fumé avec mon frère la veille ou que j'étais aussi sonnée peut-être un petit peu par le diagnostic, mais je pense surtout que les bas sont moins bas et je prends les choses avec un peu plus de flegme, si on peut dire. Et les hauts, j'ai des moments où je suis vraiment heureuse, des purs moments de bonheur, mais je dirais pas qu'il y a cette euphorie. Je reste un petit peu, parce que j'adore ce côté chez moi, qui est un peu naïf, qui s'émerveille devant beaucoup de choses, qu'on est un petit peu ravi de la crèche. Je garde ça sans en fait avoir des extrêmes et j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne le vitiligo, je traite, hein, si ça reste comme ça. Mes potes auront le droit de m'appeler Perdita, on en rigolera bien. Bref, donc vous voyez, progressivement, il y a des petits changements qui sont arrivés comme ça. Et je suis rentrée en France, une petite semaine, pas beaucoup plus. Et bon, le fait de rentrer quand même au pays, bien forcément, ça fait du bien. J'ai retrouvé quelques habitudes que j'avais, que certaines, j'arrive pas à transposer dans le pays où je vis actuellement.
Et notamment, je me suis fait une grosse session shopping comme je les aime, avec mes boutiques préférées. Et surtout, j'ai une passion lingerie. Donc, je me suis fait une grosse session lingerie. Pour la petite histoire, je me suis bien marrée en essayant les trucs. Il y en a un, je me suis dit, oh, celui-là, ça va être trop drôle à enlever, ça va être tellement galère, on va tellement se marrer. Et là, je me suis dit, t'as un petit épisode d'amnésie là, Caroline. T'as oublié que tu n'avais plus de mec. Donc, effectivement, retrouver ses habitudes, ça m'a fait du bien. Mais combiné, en fait, au travail que j'ai fait, je sais pas ce qui se passe là. Si je suis pas une fleur qui éclot tel le printemps, vraiment Caroline poète, je n'ai que des compliments. Mais vraiment, c'est très particulier. Dans la rue, les gens m'arrêtent, des gens que je ne connaisse pas forcément des mecs, hein, c'est pas que des compliments intéressés. Et c'est vraiment que des compliments. Certains compliments sont vraiment atypiques, du genre, qu'est-ce qu'on m'a dit que j'étais un phare au milieu des ténèbres, très belle image, que mon âme aussi était... J'avais une très belle âme qui était comme une pluie d'étoiles, plutôt atypique comme compliment, mais on prend. Euh, Et, euh, et bon, après, je vous passe les... on m'a dit plein de fois que j'avais un très beau sourire, que j'étais une très belle femme. Pas des gens forcément intéressés, certains oui, d'autres non, c'est pas la question. Et en fait, je pense que vraiment tout ce travail sur moi, là, paye, le cas karma se termine, et je suis prête à voir un petit peu à accepter ce que la vie me propose, en fait. On fait l'expérience. Résultat, vous en doutez bien, je suis rentrée à Paris, je suis sortie avec mes potes, on va dans un bar, et un mec m'aborde et je me dis, bon, Caroline, t'as dit que t'étais dans le mood, je rejette plus le sexe opposé d'emblée, je vois ce que la vie me propose, laisse-lui ta chance, vois ce que la vie te propose. Bon, vous allez bien vous marrer parce que, bon, on discute, plutôt sympa, plutôt pas mal, honnêtement, rien à redire. Il me parle de son triathlon, bon, soit. Eh bien, je décide de lui demander ce qu'il fait à côté, et il se trouve que il fait le même métier globalement que mon dernier copain, mais dans une branche du ministère de la Santé. Et là, dans ma tête, je me dis « Ah non !» Genre « Ah non, on a dit qu'on se laissait surprendre par la vie, mais ça serait bien autre chose. Ah non !» Eh bien, figurez-vous que ce « Ah non », j'ai sorti à vote. Voilà, ce « Ah non » qui sortait du cœur est sorti à vote. Eh bien, on félicite quand même le garçon qui a extrêmement bien géré, en disant je crois que j'ai pas dit ce que tu avais envie d'entendre, et je suis désolée, mais je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais tiqué sur le ministère de la Santé et absolument pas sur la première partie de son métier. Quoi qu'il en soit, en fait, quand j'y repense, ça fait quoi ? Mars, avril, mai. Ça fait à peine 3 mois officiels, 4 mois officieux, que je suis plus avec mon dernier copain, et j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps, potentiellement en lien avec l'isolement que j'avais, et surtout lié à cette progression. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà, on le savait dès le J1 de la rupture, après la pluie, le beau temps, ça ne pouvait qu'aller mieux. Et je vous assure, vraiment, je vous encourage à faire ce travail sur soi qui est vraiment, vraiment, j'allais dire, dégueulasse. C'est pas facile, et il y a des gens que ça va bousculer dans votre entourage. Je peux vous dire que ceux qui étaient habitués à la gentille et docile petite Caroline ont un peu plus de mal avec Caroline qui leur dit non de temps en temps. Mais tout le monde s'adapte, et puis en fait, la priorité, c'est vous, pour vous. Mais quand on commence à en récolter les fruits, c'est extrêmement gratifiant. Et j'aime beaucoup, j'appelle ça la version de Caroline 2.0, mais je pense que on évolue après toute sa vie, mais j'aime beaucoup cette version de moi. Et honnêtement, je suis extrêmement fière
de la personne que je deviens et que je suis devenue en partie grâce à ce moment-là de ma vie. Je suis aussi contente d'avoir gardé toutes mes qualités, notamment mon enthousiasme et voilà, je me suis pas fermée au monde, je reste aimante, je reste sincère et bref, la fille est en train de se lancer des fleurs encore, mais tout ça pour vous dire que, en fait, on le sait, tout le monde nous le dit et quand on a des événements difficiles derrière, finalement, on se dit que c'était pour un bien. Aujourd'hui, cette version-là de moi n'existerait pas sans cet épisode et il était clairement nécessaire. Donc maintenant, on voit ce que la vie nous propose et on tentera les expériences qui viennent à nous. Sur cette notion d'espoir, disons, je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul.